L'eau est un élément omniprésent à Saint-Rémy. Depuis l'Antiquité, l'eau des Gaudres et des sources est apprivoisée sur le territoire de Saint-Rémy. Contrairement à beaucoup d'autres sites de hauteur contemporains, l'eau n'est pas rare à Glanon. Il existe de nombreuses sources et résurgences qui ont permis à ses habitants de jouir de ce bien précieux et d'irriguer de très nombreux monuments liés à l'eau. Aqueducs, barrages, fontaines monumentales, l'eau qui réveille, qui guérit, qui lave, qui régénère. C'est cependant à l'époque moderne que vont être construits les deux grands canaux d'arrosage, le Réal et le canal des Alpines. Ils vont être un facteur essentiel de la richesse qu'a connue la ville de Saint-Rémy au XIXe et XXe siècle. Les témoignages qui vont suivre viennent de personnes dont la vie est fortement liée à l'eau. Des métiers choisis parmi d'autres, certains toujours actuels et d'autres appartenant au passé. C'est parti. Théoriquement, je ne suis pas dans le bon sens des passages d'eau. Je suis un natif de Saint-Rémy. Je m'appelle Durand. Émile, Milou pour les intimes. Mon métier, c'était employé de mairie, puis pompier volontaire, puis professionnel. Sourcier, c'est parti comme ça, on m'a fait voir. Un jour, j'ai eu la chance de faire voir ça à des amis. Et j'ai eu la chance que ce jour-là, il y avait le capitaine des pompiers, puisqu'on était sur un incendie qui était arrêté sur la montagnette, qui me regardait, faire montrer ses petits talents de sorcier aux collègues. Et il a fallu que dans la semaine, le premier adjoint de la ville à l'époque, M. Desfonds, qui avait des grands terrains dans la Crau, lui demande il faudrait trouver un sorcier. Et M. Rebaud dit mais j'en connais un. Je suis allé et j'ai marqué un passage dans la Crau sur les terrains de ce monsieur. J'ai marqué un deuxième passage, sans savoir ni les profondeurs ni les débits. J'ai marqué un troisième passage, puisqu'il avait plusieurs terrains qui se tenaient là. Et les trois passages que j'ai marqués, il y a eu de l'eau, formidable. Ce monsieur Foreur m'a dit, votre sorcier m'intéresse. Et voilà comme ça a démarré. Allez, on va prendre dans le bon sens. Ah, là, je le sens. Ça y est. Ah, voilà le beau passage. Bon, je vais voir la profondeur. 25, 30, 35, 40, 45, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 91, 92 mètres de profondeur. Alors, on va son débit. 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500. 5000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000, 9000, à peu près 9000 litres heure, 9 mètres cubes à l'heure. L'eau doit remonter à 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 mètres de remontant. Merveilleux, passage. Alors, pour trouver l'eau, il y a des sorciers. Mais en réalité, tout le monde peut le faire. Tout le monde a ce pouvoir, tout le monde. Bien souvent, quand je fais des recherches d'eau, je montre aux gens comment il faut faire. Très peu n'y arrivent pas. Tout le monde y arrive. Moi, celui qui m'a appris, c'est M. Valdoin. Alors, je vais vous montrer. Qui m'a appris avec ses fameuses baguettes. La baguette de coudrier.
Alors, très difficile, c'est vrai, difficile, tout le monde ne pouvait pas s'en sortir, ces baguettes-là. Il faut tellement savoir la prendre en main que très peu y arrivaient. Quand on avait trouvé le système, on avait les sorciers. Et puis moi, un autre homme qui était adjoint à la mairie à l'époque, M. Bacchini, un jour, il est allé à Pont-à-Mousson, et il a vu que les gens de Pont-à-Mousson trouvaient les tuyaux d'eau avec des baguettes comme ça, des baguettes coudées. Et il m'a montré. Et on s'est dit, mais si ça marche si ça marche pour le tuyau, ça doit marcher pour l'eau. Et bien entendu, j'ai essayé, j'ai mis ça en œuvre. Alors là, j'ai eu ma revanche parce que c'est moi qui lui ai appris à M. Baldwin comme ça. Il suffit de les prendre bien en main, de ne pas les coincer. On peut les tenir légèrement plus bas. Alors, si ils tiennent comme ça, automatiquement, quand ils vont passer sur l'eau, sur le passage qui résonne, les baguettes vont se croiser. Moi, la façon que je les tiens, quand j'arrive sur mon passage d'eau, les baguettes s'ouvrent. Là, c'est moi qui le fais. Hein. Oui, c'est la réaction physique. C'est l'eau, quand elle circule dans le sol, ça fait un petit peu comme quand elle était en classe. Je me rappelle à l'école, on me frottait la règle en plastique, puis on aimantait les petits bouts de papier. L'eau circulant dans le sol, automatiquement, produit un petit courant magnétique très subtil. On arrive à le trouver pourtant, quand il n'y a pas de vent, avec les mains mouillées, on arrive à trouver une différence de température au-dessus. Et quand on passe par-dessus avec nos baguettes, on réagit. Le corps réagit. Les baguettes n'ont rien à voir. Le corps réagit, donc les baguettes vont partir. C'est une réaction du corps. Voilà une autre. Je savais j'imaginais qu'il y avait un passage là, puisque là, il y avait un chemin qui descendait, et au bord du chemin, il y avait des gens qui poussaient. C'était alimenté sûrement par ce passage d'eau. Il vient de l'ouest, il s'écoule de la Croix. On sait les passages d'eau viennent, soit ici à Saint-Rémy par exemple, ils viennent de l'est ou du sud des Hautes-Heures. Donc je prends le terrain souvent dans la diagonale, doucement, je marche doucement avec mes baguettes. Dans la diagonale du terrain que je cherche, automatiquement je vais croiser soit un passage qui vient de l'est, soit un passage qui vient des Hautes-Heures. Une fois que je le croise, je le marque. Une fois que je l'ai marqué, je vais rechercher sa profondeur. Alors, pour l'expliquer, je ne peux pas l'expliquer. Ça marche à 80%, mais ça marche. Les erreurs, oui, il y a des erreurs dans les profondeurs assez souvent. C'est souvent. Monsieur Baldwin, qui est plus atier et qui est pourreur, il marquait tout ce qu'on trouvait et ce qu'il avait trouvé. On réussissait autour des 80% juste. Et mes erreurs sur les débits sont favorables, c'est-à-dire souvent plus de débit que moi. Voilà le petit passage. Et puis l'eau à Saint-Rémy, maintenant, elle va servir beaucoup pour le tourisme, les piscines, etc., et pour alimenter toutes nos maisons. Hein. Alors en faisant de beaucoup l'eau, hein. Sans eau, on ne serait pas là, on serait dans le désert. Alors je m'appelle Térény Robert, je suis né à Saint-Rémy, je demeure à Saint-Rémy. Ah, ça, l'eau, c'est vital, hein, c'est indispensable. On peut tenir sans manger, mais sans eau. Alors actuellement, on n'y prête plus attention, mais parce qu'on n'en a plus l'usage, on n'a plus vraiment l'utilité. Il reste encore quelques agriculteurs, mais bon, ils sont rares. Hein. Les agriculteurs ont été obligés de s'adapter lorsque bon, il y a eu la Garance, puis la Garance s'est arrêtée pour faire place au chardon cardaire, puis il y a eu la culture des fleurs pour leurs graines. Et après, quand les graines sont arrivées
de l'étranger, ils se sont encore une fois recyclés à faire de la culture maraîchère. Et donc, dans quel cas que ce soit, l'eau était absolument nécessaire pour faire pousser tout ça. Il y avait uniquement le puits. Alors moi déjà, dans ma jeunesse, il y avait encore quelques personnes âgées qui allaient chercher l'eau au puits, mais avec la poulie, et le seau et la corde. Alors on se lavait avec une bassine, hein. Une bassine pour le haut et une bassine pour le bas. J'ai le souvenir, mon père, il pompait, quand on buvait le pastis, il buvait le pastis, quelquefois le dimanche, hein, il pompait quelques fois pour avoir de l'eau fraîche. Et on a dégusté qu'il est bon, que c'est frais, que c'est bon, mais on ne s'est jamais soucié de savoir s'il était potable ou pas. Et des fois, quand je discute, j'entends autour de moi des fois qui disent « Oui, l'eau de la ville, elle a un petit goût. » Ah, tu y trouves pas un petit goût? Et il y a encore des personnes qui utilisent l'eau en bouteille, alors que l'eau de la ville, elle est surveillée, un petit goût. Avant aussi, elle avait un petit goût, l'eau de nos puits. Généralement, à part les Italiens qui, par souci d'économie, faisaient leurs puits eux-mêmes, mais sinon, on faisait venir un puisatier, oui. Et ils étaient construits. Pas en buse, comme on le fait maintenant, c'était de la pierre de construction, comme une muraille. Les vagues souvenirs que j'ai, je vois une chèvre avec une poulie, et puis on montait la terre à bras, à la corde. Il y avait quelqu'un au fond qui creusait. Alors moi j'ai fait venir un sourcier à un moment donné quand il a fallu que je refasse le puits à la maison. Oui, je l'ai vu faire avec sa baguette. D'ailleurs c'est Milou qui est venu à la maison et qui m'a dit « Oh là-dessous tu peux y aller, il passe une rivière là-dessous, tu peux y aller, fais ton puits. » Et oui, effectivement, il y a de l'eau à volonté. Donc ici nous sommes sur le site de la station de pompage des Palus. C'est le forage qui alimente principalement la ville de Saint-Rémy-de-Provence. Donc ici nous avons les pompes de surface qui pompent l'eau au niveau de la nappe de la Durance. Une fois que cette eau donc, est pompée, elle est d'abord traitée au chlore gazeux. Je vais vous montrer donc la partie installation avant d'être renvoyée donc, sur le réseau de distribution. Alors ici, c'est l'installation des bouteilles de chlore, 2 bouteilles de chlore avec un système d'inverseur quand une des 2 pompes, une des 2 bouteilles est vide. Ensuite, nous entrons dans le local technique de chloration. Alors là, nous avons toute la partie donc, injection de chlore avec les pompes qui repoussent le chlore au niveau de la canalisation. Donc ici, nous sommes dans le local où toute l'eau arrive et où elle est renvoyée après vers le réseau. De ce côté-là, je vous ai montré tout à l'heure la partie chloration. Ici, nous avons donc toute la partie visuelle de la teneur en chlore que nous injectons, ce qui est imposé dans le cadre de l'ARS au niveau du plan Vigipirate. Ici, nous avons les armoires électriques. Toute l'armoire électrique donc, qui permet de faire fonctionner donc, toute la station. C'est une installation qui est vérifiée régulièrement pour ne pas avoir de panne. Ici, donc, ce sont les pompes de reprise. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes alimentés par Terre de Provence lorsqu'il y a des demandes en eau qui sont très importantes, notamment l'été. Et nous avons un secours qui arrive de Saint-Andiol pour nous permettre de passer donc, la période estivale. L'hiver, en période creuse, nous tournons aux alentours de 2500-3000 m3 jour. L'été, nous doublons. Bien, je suis Gérard Bérézia, le directeur des services eau assainissement pluvial de la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles. En termes de compétences, nous avons la partie eau potable, nous avons la partie assainissement et la partie eau pluviale.
En ce qui concerne l'eau potable, l'eau provient principalement de la nappe de la Durance. Ce forage est relié au réservoir d'eau potable qui se trouve donc aux Antiques et sur le haut service en sortie de Saint-Rémy de Provence. Nous avons effectivement deux sites de distribution d'eau. La partie au niveau des Antiques, que l'on appelle vulgairement le bas service, et nous avons une partie haute où nous avons un autre réservoir qui pour nous est considéré comme le haut service. Deux étages donc de distribution pour avoir un maximum de pression sur les parties hautes. Alors, avec le niveau qui était relativement bas au niveau de Serre-Ponçon l'été dernier, nous avons eu des craintes, mais aujourd'hui, la ressource est toujours présente. Il n'empêche que nous prenons les devants et que nous faisons en sorte de sécuriser les réseaux d'eau potable avec des campagnes de recherche de fuite, en pérennisant donc les installations et en renouvelant donc les canalisations. Au niveau d'une campagne de recherche de fuite, alors nous appelons une entreprise spécialisée qui arrive donc avec un système de corrélation acoustique qui va sur le cheminement du réseau d'eau potable et ils enregistrent, ils écoutent le bruit, le bruit que l'on entend. Si jamais c'est une fuite qui va être forte et importante, on aura un bruit sourd et qui va résonner. Mais c'est la continuité de ce bruit dans le réseau qui nous permet de savoir s'il y a fuite ou pas. C'est un travail d'enquête. En règle générale, la fuite est déterminée au mètre près. L'étude patrimoniale, c'est le recensement des installations au niveau de l'eau potable. Vous pouvez très bien avoir des canalisations récentes qui ont été posées dans de mauvaises conditions, avec un trafic qui est relativement important, et ces canalisations vieillissent mal. Et à ce moment-là, des fuites sont enregistrées, et nous les répertorions. Et lorsqu'on s'aperçoit que nous intervenons régulièrement sur un tronçon, on considère que ce tronçon est à renouveler. On va économiser la ressource de deux manières. D'une part, en réparant et en évitant le prélèvement dans la nappe, et d'autre part, avoir une pérennité au niveau des installations. Ça veut dire que de l'autre côté, on n'aura pas à intervenir régulièrement sur ce type d'ouvrage. Sur Saint-Rémy de Provence, effectivement, aujourd'hui, nous renouvelons le réseau d'eau potable sur l'avenue Jean Moulin. Alors, nous avons d'une part le réseau de refoulement. Nous en avons déjà renouvelé 3 km. Là, nous renouvelons une partie de ce réseau de refoulement qui a cassé l'année dernière. Et parallèlement à cela, nous avons en parallèle le réseau de distribution qui lui est aussi à un certain âge et que nous renouvelons. Alors ce matin, on est sur la route de Mayenne et plus précisément à la minoterie Saint-François que nous appelions le Moulin Saint-François. Alors c'était une minoterie, nous avons été locataires du logement qui est juste à côté de la minoterie. Alors la farine de blé, je crois qu'on faisait aussi un peu de l'orge, et du son pour les animaux.
Le Réal, en fait, c'est un peu l'exécutoire des Alpilles, en fait. Puisqu'il y a une branche qui arrive du côté du stade Jean Léger, où auparavant il y avait le lavoir public, et la Champs-Vieille, qui vient de se rejoindre derrière Saint-Jean. Et donc voilà le cours d'eau qui, dans le passé, était le seul cours d'eau qui pouvait irriguer les jardins, d'où le nom, le quartier des Jardins. Et ça, bien avant l'arrivée du canal des Alpines, je crois savoir à Saint-Rémy, 1860, enfin, par là. C'est un schéma, je vais appeler ça un schéma, mais des installations que nous avons derrière pour la distribution de l'eau, en fait, à la fois pour la minoterie et pour les agriculteurs qui étaient côté ouest et côté est. Bon, j'ai un peu honte, si j'avais su, je m'appliquais davantage. Hein. Dans la fameuse grille pour l'admission de l'eau pour la minoterie, pour le moulin. Ici, nous avons, c'est un caniveau échappatoire pour quand il y a trop d'eau, les jours d'orage. On a exactement la même de l'autre côté, qui passe de part et d'autre de la minoterie. Ici, nous avons le lavoir qui permettait de faire une retenue d'eau pour que l'eau puisse monter dans les champs côté est et côté ouest, et servait aussi pour faire la lessive en fait. Et ici, nous avons aux extrémités, nous avions la possibilité de fermer ces fameuses vannes lorsque le temps était mauvais pour justement empêcher que l'eau aille noyer les champs voisins et détruire malheureusement éventuellement les récoltes. Moi je suis né dans l'agriculture, on savait les conséquences qu'avait le fait de noyer les récoltes ou si les récoltes étaient détruites. Donc de nous-mêmes, quand le temps était vilain, on relevait systématiquement toutes les vannes pour qu'il n'y ait pas d'inondation. Comme les agriculteurs des alentours, ils étaient sensibles à ce qu'on s'occupe de ces vannes et que les récoltes ne soient pas détruites, eh bien eux, ils étaient vraiment très très généreux et nous apportaient des légumes de toutes sortes. Vraiment, on était payés en quelque sorte de cette façon-là. Alors, je m'appelle Karine Briand, je suis la directrice générale de la communauté de communes, donc en charge de l'ensemble des compétences de la communauté de communes, dont la partie eau. Donc, denrées essentielles à protéger et à sacraliser même, je dirais. Pour moi, c'est un bien commun, tout le monde doit pouvoir avoir accès à l'eau. Notre planète est constituée d'eau, les êtres vivants sont constitués d'eau. Par contre, l'eau potable, je crois que c'est un peu moins de 3% des ressources de la Terre, même si on a énormément d'eau, mais qui n'est pas forcément potable. Alors ici, nous sommes sur la station d'épuration, la STEP, en jargon administratif toujours, de Saint-Rémy-de-Provence, donc qui permet en fait de traiter l'ensemble des eaux usées qui sont collectées via l'auto-égout. Comment ça fonctionne? Les eaux, elles arrivent, elles sont traitées avant d'être rejetées dans le milieu naturel, et notamment dans le Godre qui se trouve derrière. Ça, typiquement, c'est l'eau, et encore que directeur de la régie trouve qu'elle n'est pas très chargée, comme il dit. Donc c'est l'eau qui arrive, en fait, ça en début de station d'épuration, donc c'est-à-dire sur le site. Et quand elle ressort, elle est comme ça, donc avant qu'elle soit rejetée dans le milieu naturel. Quand on fait de la réutilisation des eaux usées, l'eau est encore plus purifiée que ça. Mais enfin, aujourd'hui, cette eau-là est déjà rejetée dans le milieu naturel. Donc voilà, juste un exemple typique de ce que fait une station d'épuration et de la qualité de l'eau qui peut sortir derrière, même si vous ne le voyez que visuellement. Chacun a un rôle à jouer en fait dans l'eau aujourd'hui. Donc il y a eu dernièrement, avant les annonces même du président de la République, les élus ont été très précurseurs puisqu'on a mis en place les tarifs différenciés, nous, avec 3 tranches
de tarifs sur l'eau. Donc une partie jusqu'à 150 mètres cubes qu'on considère comme étant l'eau essentielle. Ensuite, on a une deuxième tranche qui va de 150 à 180 mètres cubes qui permet en fait, on va dire, d'avoir de l'eau utile. Donc par exemple, on a un petit potager ou autre. Et on a pour les gros consommateurs, typiquement les gens qui veulent avoir un gazon anglais dans les Alpilles et qui utilisent beaucoup d'eau pour avoir un gazon très vert. Donc cela c'est considéré comme étant un peu plus futile et donc forcément ils payent plus cher que les premières tranches. Je pense que les gens qui viennent ici, il faut qu'ils s'adaptent aussi à la façon de vivre et qu'ils acceptent les avantages et les contraintes des Alpilles. Voilà, on a ce tarif différencié et ensuite on essaie de trouver des ressources alternatives. Donc c'est aussi l'objet de la station d'épuration, c'est de pouvoir utiliser plus longtemps l'eau dans son cycle de vie, avant d'être rejetée dans le milieu naturel, de la réutiliser une deuxième fois, donc pour des choses différentes. Ça peut être pour des usages industriels, donc nettoyer la déchetterie qui est à côté, nettoyer les camions d'ordures ménagères par exemple, nettoyer la centrale photovoltaïque, ça peut être pour arroser les espaces verts. Et puis ça peut être aussi pour une partie irrigation agricole. Et ça, ce sera plutôt ce qu'on va déployer sur la vallée des Baux, donc sur le sud des Alpilles, avec normalement à peu près 200 hectares d'amandiers, d'oliviers et de vignes qui devraient passer en expérimentation pour voir si on peut plutôt utiliser l'eau retraitée plutôt que d'aller puiser encore dans les mêmes nappes qui commencent à fatiguer un peu. Celle-là. Et voilà. Là, c'est du petit lait de chèvre. Petit lait de chèvre, donc c'est le résidu dans la fabrication du fromage de chèvre qui sert très très bien et qui marche bien contre l'oïdium. Et en complément de l'origan. Décoction d'origan avec un petit peu d'ortie. Et voilà, bon ben là on part, hein, on prend un rang et on avance. Hein. Eh ben, Boutaro-Bastien, paysan vigneron dans les Alpilles. Je fais on veut s'ancrer dans la polyculture. Donc la polyculture consiste à avoir plusieurs cultures. Donc nous, la plus grosse partie, ce sera quand même le viticole. Mais on a de la pomme, de la grenade, plein de fruits. On fait du jus de pomme et raisin. Cette année, on a fait de la purée de pommes, poires, figues. Et on a fait des essais de vinaigre aussi, vinaigre de pomme et vinaigre de pomme grenade. Eh bien, déjà, un élément important pour l'humanité, j'ai envie de dire, elle fait partie quand même des top 3 des denrées sur la planète, hein, ça c'est sûr. S'il n'y a pas d'eau, les récoltes seront impactées et du coup, ça créera certainement des stress végétal et puis humain, hein, certainement des drames humains qui sont ceux qui sont vraiment dépendants de l'eau. Ça risque d'être un petit peu dur. Mais encore une fois, il ne faut pas tomber dans la sinistrose. Moi, ce que j'ai remarqué là, quand même, c'est qu'on a quelques années là, qui se suivent et qui se ressemblent un peu au niveau déficit de l'eau. Cette année, c'est où j'ai eu le plus de mortalité sur les vieilles dames. Quand je dis les vieilles dames, c'est celles-ci, celles qui ont été plantées en 55. Là, j'en ai enlevé au moins cette année une vingtaine de pieds. C'est beaucoup. C'est comme si on débranche la prise, il n'y a plus de courant. La conséquence, c'est qu'il faut être très réactif, toujours replanter donc, tu vois, des porte-greffes. Quand ça meurt, on remet des porte-greffes. Celui-là, je lui ai laissé une chance, on verra bien. Il y a un petit chouïa là, mais bon, on voit que tout le reste, c'est... Oui, c'est un manque d'eau. Ben, on le voit quand même, hein. Je veux dire, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour voir que il pleut moins. Hein. Je les irrigue pas. Enfin, il y en a une parcelle où j'ai dit j'ai le goutte à goutte parce que c'est une commodité de facilité.
Mais c'est une installation que j'ai faite à la plantation et après moi je distille, voilà, je fais un peu le dur entre guillemets, c'est-à-dire que j'essaie de reproduire des orages qui n'ont plus, qu'il n'y a plus, hein. Juillet, août, il y en a de moins en moins des orages. Quand je vois que toutes mes feuilles sont jaunes, qu'il y a un stress hydrique et qu'on ne peut plus faire autrement, là je vais peut-être intervenir. Mais sinon le reste, les vieilles vignes, tout ça, même les jeunes plantiers, j'ai fait une autre plantation en 2021, j'ai arrosé la première année, la deuxième année, cette année on ne va pas arroser. Ça c'est sûr et certain, quoi qu'il arrive, il ne faut pas arroser. Parce qu'il va falloir qu'elle se débrouille, hein. Je ne vais pas pouvoir être tout le temps à lui donner de l'eau. Donc il faut qu'elle aille chercher l'eau avec ses racines comme une grande. Après, c'est une décision idéologico-économique, parce que les forages, c'est bien, mais si tout le monde fait dans son petit bout de terre un forage, on va tous plonger dans la même veine, indéniablement. À un moment donné, si ce qui ne tombe pas du ciel n'est pas là pour le remplir, on pourra avoir des forages à 110 mètres de profondeur et il n'y aura pas d'eau, hein. Moi, je dis qu'on n'a pas une politique de récupération des eaux. Déjà, les toitures en Provence, il y a très peu de toitures où il y a des gouttières. On ferait ça, on récupérerait déjà l'eau avec des petits tanks, le peu d'eau qui tombe, on le récupère et on l'utilise à des fins privées, hein. J'ai bossé pendant une année en Australie, on était dans une ferme. Il n'y avait pas un seul forage, ils s'étaient perdus dans la pampa et eux ils faisaient que de la récupération d'eau. Et bon, ils vivaient, hein. Donc il faut s'adapter dans ce sens-là aussi, être un peu moins gaspillé, hein. Il y a l'agriculteur qui a une nécessité sociale et économique, et le paysan c'est celui qui façonne son pays, qui façonne le quartier dans lequel il est là 365 jours par an. Et sur le côté, on a nos très chers intermittents du spectacle, entre guillemets ceux qui viennent 1 mois, 2 mois dans l'année, qui ont une maison secondaire et qui veulent absolument, ça je ne comprends pas, un gazon magnifique, avoir tout le temps le tourniquet. Moi je l'ai à côté de mes voisins et tout ça, à certains endroits c'est un peu agaçant, quoi. Hein, on te demande de faire attention et tout ça, et tu vois que le tourniquet il tourne toute l'année et que les gars ils sont là 1 mois et demi, ou sinon tu veux, mais comme d'habitude, hein, pollueur-payeur. Tu veux ton beau gazon, mais tu vas le payer cher. Et là, peut-être que quand on va taper dans ton portefeuille, tu diras, finalement, les graviers, c'est pas si mauvais. Alors, bienvenue à la glacière des Alpilles. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Alors, on va commencer par la partie la plus intéressante. C'est la machine qui est ici, qui nous sert à fabriquer les pains de glace. Alors, c'est une machine un petit peu spéciale. Elle est installée ici depuis 1936. Elle a été inventée en 1890. Le fonctionnement est relativement simple. Ce qu'on voit ici, c'est le compresseur. Donc, quand ça tourne, là ça ne tourne pas parce que ça fait du bruit, hein. Quand ça tourne, ça actionne un vilebrequin, à l'intérieur il y a un piston et le piston passe son temps à compresser un gaz et à le transformer en liquide. Cette compression libère de la chaleur et c'est pour ça qu'il y a de l'eau autour. En fait, l'eau sert à refroidir cette partie-là. Une fois que le gaz est sous forme liquide, comme ça tourne, il est plaqué par la fosse centrifuge
sur la bordure intérieure de la boule. Et ensuite, c'est une fois que le liquide est plaqué là, il est collecté sur le bord et il rentre dans le tube qui est au milieu. Et il va aller dans une deuxième partie qui est cachée là-dessous. Et dans cette partie métallique, il y a le vide d'air. Quand le liquide va arriver dans cette partie vide, il va s'évaporer. Et l'évaporation, elle a besoin de chaleur. Donc, elle va pomper cette chaleur sur la partie métallique donc, à l'intérieur de laquelle elle est. Et cette partie métallique elle-même, elle va descendre en température, vraiment très bas. Et elle va tourner dans un bain d'eau salée. Alors, pourquoi de l'eau salée? Parce que l'eau salée gèle à une température plus basse que 0 degré. Donc, nous, ici, on se contente de la faire descendre à -5. Mais on pourrait la faire descendre à -10, -12, elle resterait liquide. Et l'intérêt de faire ça, c'est qu'ensuite, on fait tremper dans cette saumure, donc cette eau salée, des moules avec de l'eau douce dedans. Et l'eau douce, à -5 degrés, elle se transforme en glace. Donc on est à la glacière des Alpilles, à Saint-Rémy-de-Provence, dans le moulin Saint-Joseph, qui est dans le quartier des Jardins, à l'écart de la ville, à un petit kilomètre de la ville. Le moulin tel qu'on le voit aujourd'hui a été construit en 1856. Ça fait partie du patrimoine industriel de Saint-Rémy. Tous les Saint-Rémois, on va dire attachés un peu à la région qu'ils habitent, connaissent la glacière et s'en souviennent, ou dans leur enfance, ou même parce que c'est naturel pour eux de venir ici. Il y a 7 moulins sur le canal du Réal, qui, donc, dans le tracé aujourd'hui, on le voit apparaître au niveau du moulin Saint-Jean, au rond-point de la gare, là-bas. Il alimentait tous les moulins de Saint-Rémy, donc qui commence au moulin Saint-Jean, le gros moulin qui aujourd'hui est un marchand de fruits et légumes au rez-de-chaussée, une banque aussi, et des habitations au-dessus, mais qui à l'époque était un moulin. Puis il y en a plusieurs autres. Voilà, comme le nôtre moulin Saint-Joseph, la fameuse fabrique qui est un petit peu plus en aval, là, et encore une paire encore en aval. À l'origine, le moulin était alimenté en eau. Il utilisait de l'eau pour fabriquer de la glace et pour d'autres usages. Donc l'eau, vraiment, pour l'activité, c'est crucial. L'eau arrivait là, elle passait dans une turbine. Donc avec un jeu de vannes, on fermait les vannes du canal pour que l'eau soit dirigée vers la turbine. On estime qu'il y a environ 5 kW en puissance exploitable. Et ensuite, une fois que l'eau était sortie de la turbine, elle était expulsée à l'arrière du moulin et elle retournait dans le canal qui est en fait à cet endroit-là, à l'endroit de la glacière, c'était la réunion du canal du Réal et d'une rivière qui s'appelle l'Arié-Lade. Et oui, il y a une rivière à Saint-Rémy. Voilà, et après, ça continuait son chemin vers les autres moulins, jusqu'à finir dans le canal du Vigan. Et aujourd'hui, on peut dire, on peut économiser l'eau, on peut réutiliser l'eau, on peut faire tout ça. Mais comment ça va se traduire concrètement? Ça, c'est une autre histoire. Ben voilà, on va économiser l'eau, mais ça veut dire quoi alors? C'est bien, mais par exemple, on n'a jamais construit autant de piscines qu'en ce moment. Comment on fait? À mon avis, la meilleure piste qu'on ait, avant de penser à ça qui est très incertain, c'est vraiment de travailler sur nos consommations. Je suis hyper mal placé pour le dire parce que nous, de l'eau, on en consomme énormément. Il faut agir sur ce sur quoi on peut agir dès maintenant et massivement. Voilà, on est devant des problèmes
dont les solutions sont loin d'être évidentes et qui nous concernent tous pour finir. Donc là, on va sur Gravezon. Il y a une deuxième branche qui passe là-bas et on va dégriller un endroit. Puis après, on ira sur Château-Renard pour le bassin de partage, le nettoyage du bassin de partage. C'est ça là, et en plus il va falloir trier. Ben, disons que nous on garde que les végétaux en bordure pour qu'ils soient débarrassés ou broyés. Et après moi je vais trier tout ce qui est bouteilles, plastique. Et ça, tout ça, comment ça se retrouve dans l'eau, tous ces plastiques là? Alors ça peut être en partie, bon, il y a le vent ou un peu des incivilités. Malgré qu'on ait des déchetteries, que tout soit organisé et tout, ben, on a toujours quand même des gens qui jettent dans le canal. Et non, ça c'est une partie que les gens voient pas trop. Ils voient plutôt le garde-canal pour la régulation du canal, mais pas forcément pour tout ce qui est le nettoyage, enlever les embâcles sur les axes, sur les ouvrages, et le tri des déchets. Donc là on en a un peu, et après l'équipe d'entretien passe et récupère ça pour aller en déchetterie, ce que les gens ne font pas. Vous le faites à leur place. Et on le fait à leur place. Donc je m'appelle Bruno Apprin, je suis garde-canal sur le canal des Alpines. Je suis en poste depuis 2009. Alors mon métier c'est, à la base je pense que le vrai nom c'est égadier. Alors égadier c'est celui qui distribue l'eau. Ben là en l'occurrence sur le canal des Alpines, c'est on transporte l'eau des prises de Malemort et la Manon jusqu'à différentes communes, jusqu'après aux parcelles. Après, j'ai un rôle de nettoyage du canal, de tous les ouvrages. J'ai un rôle d'arpentage, c'est-à-dire vérifier que chaque utilisateur ait bien fait sa déclaration et que tout le monde puisse bénéficier de l'eau. Ben, le bureau, c'est à 80% on va dire le terrain, donc ben, là où on est, au niveau des Alpilles, c'est quand même un cadre idyllique. Hein. Donc là on a basculé sur la première branche. On est au niveau du domaine de Val-d'Ission. Donc là il y a un tronçon qui a été fait cette année dans l'hiver. Un tronçon qui a été réaménagé sur 600 et quelques mètres. Ben, le gros intérêt, c'est de garder, étant donné qu'on est des transporteurs d'eau, le canal des Alpines, il est là pour transporter le maximum d'eau d'un point A à un point B. Et plus on transportera la quantité du départ jusqu'à l'arrivée, mieux ça sera, et sans avoir le gaspillage sur certaines parcelles ou certaines propriétés, quoi, on va dire. Et surtout de limiter les déperditions et les fuites au niveau du canal. Alors, vous dire une date précise, je pense que c'est en 1770 que le premier tronçon a été fait. Et c'est par étape de 30 ans, je crois, qu'il a été fait. Donc ça s'est fait après sur environ un siècle, en 3 étapes et de 30 ans chacune. Je pense que c'est sous Napoléon III que bon, il y a dû y avoir la demande de mettre en eau toutes les parcelles qui étaient légèrement en dessous du massif, quoi. En apportant l'eau par le canal des Alpines, on a pu augmenter le périmètre d'arrosage et donc se rapprocher le plus possible du massif des Alpilles, quoi. Et bien, ça a tout bouleversé, quoi. Là où on n'avait que 3 cultures, donc l'olivier, l'amandier
Et même avant, ils avaient quoi? Du pois chiche, enfin, toutes ces cultures qui ne nécessitent pas forcément beaucoup d'eau. Et maintenant, on a passé, on peut faire tout pousser quasiment. Donc ça a été une révolution, je pense. Alors sur la première branche, le tracé il part de Lamanon et Malemort. Il traverse, il est en bordure de Sénas, Orgon, traverse la ville d'Orgon, et Galière, les Alpilles, toutes les Alpilles de Saint-Rémy jusqu'à Saint-Rémy, à l'entrée de Saint-Rémy. Au niveau de l'entrée de Saint-Rémy, il se partage, il y a un bassin de partage, il se partage, donc il y a une partie qui va sur Érag et Nove, et l'autre partie, c'est la branche Saint-Gabriel qui va sur Saint-Rémy Centre, Saint-Étienne-du-Grèce et Malblanc. Donc là, on va remonter jusqu'à la prise de Nove pour ajouter de l'eau. C'est quelque chose que les gens ne voient pas trop. C'est un endroit où bon, c'est principalement nous, les gardes, qui allons faire les manœuvres à cet endroit. Et donc c'est intéressant de voir comment c'est fait, quoi. Donc là, on est sur la seconde branche, les prises, le bassin d'EDF avec les prises qui desservent le canal des Alpines. Je suis obligé d'attendre un peu parce qu'en fait le bassin, c'est pour pas que le bassin baisse trop, donc je fais des ouvertures progressives pour que le bassin il se régule progressivement en fait. Alors l'été c'est compliqué. L'été, disons que la priorité, notamment maintenant, c'est plus d'actualité. Donc la priorité c'est avant tout les agriculteurs. Il faut être conscient que sans agriculture, il n'y aura plus grand monde sur Terre. Il faut préserver ça, il faut absolument préserver ça. Donc la priorité va pour les agriculteurs. Je ne dis pas que je mets les particuliers de côté. Mais je pense qu'il faut qu'ils soient raisonnables et conciliants sur le fait que si eux n'ont pas d'eau par des périodes de sécheresse et de restriction, il faut qu'ils acceptent ce système-là. De la nervosité, des embrouilles, il y en a eu. Moi, je fais des tournées de nuit, je passe la nuit pour fermer les martelières et limiter le gaspillage. Les particuliers le comprennent moins, les agriculteurs le comprennent. La tension, elle est là, ils se demandent pourquoi moi je ferme. Même des fois dans certaines heures de la journée pour privilégier certains agriculteurs. C'est leur vie, il faut ils ont besoin de ça, ils ont besoin pour tirer des salaires et des revenus de ça. Pour le particulier, ça reste de la plaisance et comme je dis, un gazon en Provence, ça n'a pas lieu d'être. C'est une ressource qu'il faut partager, il faut arrêter cet égoïsme. Parce que de plus en plus, il y a l'agressivité parce qu'on est égoïste et on veut la ressource pour soi. Et ça, il faut que ça s'arrête. Ça, donc nous, on n'est pas là pour les embêter, on est là justement pour la distribuer. Et moins il y aura de gaspillage, mieux ça sera pour l'avenir. L'avenir du canal, malgré les restrictions, si tout le monde y met du sien, je pense qu'il a de beaux jours devant lui. Qu'est-ce qu'elle représente pour moi? L'eau, c'est la vie. C'est sûrement le matériau, enfin, l'élément le plus important pour nous. Il n'y a pas de comparaison possible. On peut se priver de manger, mais on ne se privera pas de boire de l'eau. Hein. Pour moi, l'eau est une denrée, pour moi, c'est de l'or. Et puis, sans eau, rien ne pousse. Hein. Je crois qu'en moins d'un siècle, on a multiplié par 4 notre population, mais par 6 notre consommation d'eau. Donc il faut qu'on arrive à réguler le tout parce que sinon on va vers une guerre de l'eau avec des gens qui n'auront plus accès à l'eau.
Oui, l'économiser, essayer de réduire notre consommation en douche, en baignoire, en piscine. Il faut l'économiser.